Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à la meilleure des télévisions. Nous sommes sur LifeUp Télévision. Vous nous suivez à pareil instant à travers le monde. Nous vous disons grand merci. Merci également à vous qui êtes venus participer en direct dans cette émission Inspire-moi. Et pour aujourd'hui, nous avons invité pour vous les doctorats. Et ces doctorats vont débattre, vont discuter sur des questions de l'ère, vont discuter sur des questions de l'actualité. Vous le savez très bien, tous les jours on est en train d'attendre les conflits israélo-palestiniens, les conflits russo-ukrainiens. Donc on est en train d'attendre beaucoup de choses sur cela, mais on ne comprend pas. Ça veut dire quoi? On attend Gaza, on attend beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons vous ouvrir les esprits. Aujourd'hui, nous allons bien évidemment donner beaucoup d'éclaircissements sur ces sujets, sur ces actualités. Madame, Messieurs, restez toujours connectés. Et cette émission aujourd'hui sera bien évidemment dirigée par le professeur Dr Kennedy Kirangi Bindu. C'est bien lui qui sera le modérateur de cette émission. Il a toujours eu à préparer nos émissions pédagogiquement et aujourd'hui, il sera modérateur. Madame, Messieurs, restez toujours connectés. Je dis bonjour, professeur Dr Kennedy Kirangi Bindu. Bonjour, monsieur Faust Chansard. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi dans cette émission. Vous êtes devenu également un présentateur aujourd'hui, présentateur télé. Il faut que je vous donne d'abord une émission chez LifeUp Télévision. Ah, mais enfin, avec plaisir. Hein. Je suis trop content d'être là et que vous me laissiez un peu cette opportunité de pouvoir modérer cette émission. Alors, c'est vous qui avez le bateau de commandement. Allez-y, c'est à vous. Je vous remercie et très chère audience. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Nous voulons aussi saluer tous ceux-là qui nous suivent en ligne. Nous sommes là à partir de Goma, à l'Université libre de Pays du Grand Lac, ULPGL Goma. Et à l'ULPGL, il y a déjà un programme particulier qui fonctionne. Nous sommes au centre de recherche sur la démocratie et le développement en Afrique. Un centre qui travaille en partenariat avec LifeUp TV pour balancer différentes émissions sur différentes thématiques. Et là, c'est à l'école de valeurs républicaines. Parlant de valeurs républicaines, nous avons estimé que pour aujourd'hui, on devra ouvrir le couloir international. Et l'ouverture de ce couloir international, c'est aborder des thématiques de cette dimension aussi à l'échelle internationale. C'est pourquoi nous sommes allés directement rencontrer les étudiants. Ce n'est pas n'importe quel type d'étudiants, il s'agit des doctorants. L'ULPGL a un programme de partenariat qui le réalise avec l'université de Chang. Et avec l'université de Chang, nous avons un programme de doctorat. Et à ces doctorats, il y a ceux qui sont inscrits et sur cela avec lequel nous allons devoir passer quelques instants, quelques moments de discussion. Et cela, c'est dans cet enseignement, le grand enseignement que nous avons de mutation du droit international public, déjà ici aujourd'hui. Et on a pensé qu'il fallait aborder une thématique avec eux. Je vais d'abord le présenter, ou peut-être je vais donner l'occasion de se présenter. Et après, je pourrai donc revenir, si vous permettez, Chansard. Allez-y, professeur. Merci beaucoup. Et donc, à ma gauche, je vais devoir demander à notre invité à pouvoir se présenter. Merci pour la parole. Je vous en prie. Je réponds au nom de Justin Mouindo Mouchekourou. Je suis avocat au barreau du Nord Kivu et je suis en train de s'ouvrir également mes cours à l'Université libre de Pays des Grands Lacs en collaboration avec l'Université de Chang. Je suis en premier doctorat droit public. Merci beaucoup. À ma droite, maître. Bonjour. Merci, bonjour. Professeur. Serge Balaga. Je suis avocat au barreau du Sud Kivu et présentement je suis inscrit au programme à l'école doctorale de l'université de l'ULPG, l'université de Chang. Voilà pour ce qui est de la présentation. Merci beaucoup. Je voudrais aussi rappeler que ce sont de grands messieurs qui ont un record formidable dans le cadre de leur profession, mais aussi au niveau de l'université. Il faut dire qu'ils participent aussi à différents programmes au niveau de la licence. Ils participent à plusieurs enseignements et ils nous accompagnent. Et moi, personnellement, comme professeur d'université en droit international public, ils m'accompagnent à mes enseignements et c'est ensemble que nous sommes arrivés à formuler les thèmes de travail de cet après-midi ou de discussion. Voilà. Nous sommes encore très heureux maintenant d'ouvrir la piste de la réflexion. Et là, aujourd'hui, nous discutons autour d'une thématique très très intéressante, importante, comme le disait Chansard, une question d'actualité. La question d'actualité, c'est la crise israélo-palestinienne à l'épreuve des règles du droit international. Devons-nous noter une avancée du droit international ou un recul du droit international par rapport à ce qui se passe sur le terrain?
quels sont les effets de toute limitation observée du droit international. Parce qu'on note une évolution foudroyante au point qu'on est en train de se demander, est-ce le droit international public est en train de marquer ses pas en termes de développement progressif ou nous sommes dans une dimension de la régression? Et quels sont les effets? Quelle est la lecture que les Africains se font de cette crise israélo-palestinienne? Est-ce que nous comprenons la crise? Est-ce que nous comprenons le soubassement de la crise? Est-ce que nous pouvons rentrer dans le passé pour comprendre ce qui se passe actuellement? Comme il a toujours été dit, celui qui veut comprendre le présent en ignorant le passé ne comprendra jamais l'avenir. Voilà pourquoi est-ce que nous voulons interroger la crise dans ces trois dimensions, du passé, du présent et de l'avenir. Donc, nous allons devoir laisser l'opportunité à nos invités à pouvoir nous présenter cette crise. Et après, nous aurons à poser des questions d'éclaircissement et échanger ensemble avec l'audience et cette grande audience mondiale qui est en train de nous suivre. Donc, sans tarder, je vais directement passer la parole à nos invités, en commençant par peut-être Maître Balaga, Serge. Voilà, vous avez la parole. Merci, professeur. Pour mieux comprendre les fondements ou disons les causes de la crise israélo-palestinienne, brièvement nous allons plonger dans l'évolution historique de cette région du Proche-Orient, principalement la question de la Palestine. Alors, je vais demander aux techniciens de nous projeter la première carte sur, voilà. Là, nous vous présentons la carte de la Palestine sous mandat britannique. C'est-à-dire, en 1920, la Palestine avait été placée sous mandat britannique pour la gestion, d'autres utiliseraient le terme colonisation de cette partie du Proche-Orient. Mais nous remontons, avant 1920, nous remontons quelques années plus tôt, au 19e siècle, où en principe, la partie sous examen, cette région, que ce soit la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et même la Palestine elle-même, c'était une région qui faisait partie de ce qu'on a appelé l'Empire ottoman, qui a fait son temps à partir du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. À la fin, l'Empire finissant, il a été question de trouver des solutions aux problèmes de nationalisme qui commençaient à voir le jour. C'est ainsi que les Juifs qui vivaient non pas dans cette région, mais qui vivaient en Europe orientale, c'est-à-dire la partie du nord de la Turquie, vous avez une partie du sud de l'Ukraine, et ainsi de suite. Ces Juifs qui vivaient dans l'Europe orientale, je disais, commençaient à manifester la volonté de revenir sur la Terre Sainte, Jérusalem, de revenir à Jérusalem notamment, qui est la Terre Sainte communément connue, historiquement connue, que c'est la terre qui appartient aux Juifs, au peuple israélite. Et donc cette montée du nationalisme juif qu'on a appelé le sionisme a commencé à inquiéter beaucoup de la classe politique européenne, puisque l'Europe occidentale ne voulait pas entendre parler du retour de la question juive. C'était déjà une question, déjà à l'époque, était délicate. C'est ainsi que pour trouver une solution aux revendications nationalistes des Juifs, il fallait trouver une terre propice à les accueillir. Et donc, les Occidentaux ont identifié la zone, la Palestine, l'ancienne Palestine, comme la zone où il fallait installer les Juifs. Pour des raisons évidentes, des raisons historiques, des raisons religieuses, n'est-ce pas, mais aussi des raisons politiques. Il fallait que les Juifs qui vivaient dans des ghettos en Europe orientale puissent trouver une terre, un pays où ils pouvaient s'organiser en entité politique, politiquement organisée, un territoire, ainsi de suite. Et donc, la Palestine a été visée. Mais de l'autre côté, nous avions le nationalisme palestinien qui estimait que la Palestine leur appartenait de droit
Et pour des raisons historiques, aussi pour des raisons religieuses. Donc vous comprenez, on va comprendre plus tard la question du partage de Jérusalem, Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest, après les différents accords qu'il y a eu. Mais en définitive, au fond, il y a la question qui se pose là-bas. C'est des raisons d'abord religieuses, des raisons politiques, le nationalisme, mais aussi il fallait trouver une solution au problème des Israélites qui, après la Deuxième Guerre mondiale, on le verra, il fallait trouver une solution parce qu'ils venaient d'être victimes de la Shoah, les génocides commis, perpétrés par les nazis. Et donc, il fallait trouver une solution. En 1920, l'idée a fait son chemin. Les Britanniques, la Palestine a été placée sous mandat britannique. La Syrie, mandat français. L'Irak, mandat britannique. Et l'Égypte à côté, je pense, si je ne me trompe pas, aussi sous mandat britannique. Et donc, voilà un peu la configuration en 1920 sur la situation de la Palestine. On va passer à la deuxième carte. Là, nous sommes en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut l'État juif qui s'était autoproclamé déjà des leaders juifs en 1896-96, avait déjà proclamé l'État juif. Donc il fallait concrètement mettre en place cet État juif, qui est Israël. Et donc, une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, la résolution 181, va être votée, adoptée au Conseil de sécurité et va proclamer l'État d'Israël, va permettre la proclamation de l'État d'Israël par David Ben-Gourion. Et vous voyez les limites actuelles, les limites de cette époque-là, de l'État d'Israël. Mais vous verrez que dans la carte, sur la carte, il y a des particularités en termes de coloration. Ça veut dire que la partition, le plan de l'ONU, avait d'un côté établi des territoires qui devaient être occupés par les Juifs et des territoires qui devaient être occupés par les Palestiniens. Donc vous comprenez que déjà en 1948, on a parlé de l'État d'Israël, mais on n'a pas parlé de l'État de la Palestine. Donc ça ne pouvait pas être, dans le contexte de l'époque, l'évolution du droit, on ne parlait pas de la Palestine en tant qu'État. Donc la Palestine, dans ses limites géographiques que nous avons là-bas, ne concernait que l'État d'Israël. Et vous verrez au fur et à mesure qu'on va aborder la question, la Transjordanie, qui était un territoire qui faisait partie aussi de l'ancienne Palestine. La Transjordanie va avoir un roi, le roi de Jordanie. Et après la guerre de... On peut aller à la troisième carte, s'il vous plaît. Voilà. Après la guerre des 6 jours, en 67, quelques années plus tard, Israël va conquérir un certain nombre de territoires, va les récupérer. Le plateau du Golan, il va l'arracher à la Syrie. La Cisjordanie, qui faisait partie de la Transjordanie, va revenir au territoire d'Israël. Gaza, qui préexistait déjà comme une entité palestinienne, sous mandat britannique déjà, va être récupéré par Israël, ainsi que le Sinaï, qui va être récupéré aux Égyptiens. J'insiste beaucoup pour l'auditoire de faire un détour sur l'historique de la guerre des 6 jours. En fait, après 1948, Israël s'est senti menacé par les États arabes qui n'étaient pas d'accord qu'un État israélien soit créé au milieu d'un ensemble d'États arabes. Donc, les Arabes n'étaient pas d'accord que Israël existe dans ces conditions-là, dans ces limites territoriales. Et donc, ils ont commencé à attaquer. Il y a eu une première guerre, je crois, en 1949. Ils ont commencé à attaquer Israël. Il y a eu un semblant de paix parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies sont intervenus pour calmer la situation. Mais cela n'a pas suffi. En 1967, il y a eu la première grande guerre qu'Israël a menée contre le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte. Et à la fin, au bout de 6 jours, Israël a récupéré tous ces territoires qui sont identifiés à ce niveau-là. Après la guerre des 6 jours de 67,
un exercice au niveau de la communauté internationale va être mené pour essayer de ramener la paix au niveau de, n'est-ce pas, au niveau du Proche-Orient, entre Israël et les pays environnants. C'est pourquoi vous verrez que, par exemple, Israël va commencer à négocier avec chacun des États, particulièrement, avoir des accords bilatéraux avec chacun des États concernés. Israël va dans un premier temps négocier avec l'Égypte, et donc vous verrez le statut du Sinaï est revenu à l'Égypte, mais à quelques conditions. Donc c'est une zone, on peut appeler ça une zone tampon entre Israël, et un accord de paix a été signé entre Israël et l'Égypte, et plus tard, la conséquence de cet accord, c'est l'assassinat du président El-Sadat, Anwar El-Sadat, en 1979. C'est à l'issue que les autres pays ont considéré, les autres, où une partie de sa population s'est sentie trahie par cette signature. La Jordanie a cédé, je le disais, la Cisjordanie, qui est devenue une partie d'Israël. Le plateau du Golan, jusque-là, c'est une zone qui est sous occupation israélienne, et ainsi de suite. Et en 1993, finalement, après des négociations, plusieurs années, l'intervention américaine, Israël a conclu un accord, ce qu'on appelait les accords d'Oslo, où finalement Israël acceptait de créer ce qu'on va appeler l'État palestinien, mais suivant un processus. C'est-à-dire que les accords d'Oslo ne définissaient pas qu'à partir de 1993, l'État palestinien devait exister, mais il y avait un processus qui était mis en place pour permettre, in fine, la création de l'État palestinien. À l'issue des accords d'Oslo, en 1993, il y a eu, en 1994, les accords d'Oslo 2 sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, qui précisent les compétences et les modalités. Je vous ai dit que c'était un processus. 2 ans après, Israël et Palestine, et l'OLP, je veux dire, de Yasser Arafat, ont signé un deuxième accord, les accords de Tabar, pour permettre de définir le statut de Gaza et de la Cisjordanie, qui en fait devenaient des entités quasi autonomes pour lesquelles il fallait organiser des élections d'un président, d'un conseil législatif, l'organisation de l'administration, la police, la gendarmerie. Là, nous sommes au niveau des accords d'Oslo en 1995. Mais entre-temps, les choses ont évolué, disons évolué dans le bon comme dans le mauvais sens, puisque les choses ont traîné, les autres pays arabes n'étaient toujours pas d'accord qu'il y ait un État, l'État d'Israël existe, et qu'il y a certains pays, notamment l'Iran, qui jurent jusqu'à aujourd'hui à l'anéantissement de l'État d'Israël. Il y a des Palestiniens qui ne veulent pas qu'Israël existe dans ses limites ou dans sa forme actuelle, notamment certains groupes de milices comme le Hamas et le Hezbollah qui est basé au Liban. Et en 2002, finalement, il y a une résolution, la résolution 1397 de l'ONU, qui préconise l'État palestinien à côté de l'État d'Israël. Donc déjà, sur le plan du droit, le droit international a permis la création des 2 États. Et la particularité dans l'évolution, des discussions qu'on a eues avec le professeur, c'est qu'on a relevé que c'est peut-être une particularité que de voir les conseils de sécurité des Nations Unies ou les Nations Unies dans leur ensemble et procéder à la création des 2 États. Je vous ai dit en 1948, c'est à la suite d'une résolution du Conseil de sécurité que l'État d'Israël a été créé. Et en 2002, la résolution 1397 a préconisé la création d'un État palestinien. Donc, vous voyez les 2 aspects importants, l'aspect religieux, idéologique, n'est-ce pas, lié au nationalisme, lié au sionisme, lié pour les 2 États, pour les Palestiniens, pour les Israéliens, à la question de la religion. Israël, pour eux, c'est la terre sainte, que ce soit pour les musulmans, les arabes, je veux dire, que ce soit pour les Israéliens. Mais aussi, il y a une autre donne qui vient. Avant la création, même avant la naissance du mouvement sioniste en 1896,
déjà les chrétiens de l'époque, au 14e, 15e siècle, venaient en pèlerinage. Il y en a même, il y a des aristocrates, des aristocrates qui voulaient venir mourir en Terre Sainte. L'histoire des croisades, ainsi de suite. Et donc la région était particulièrement intéressante pour un grand nombre d'individus, un grand nombre d'intérêts. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où il y en a qui nient, les uns et les autres nient l'existence de l'un et de l'autre. Les Palestiniens ne veulent pas voir Israël. Israël dit, c'est chez moi, je vais y rester, j'y suis et j'y reste. Et donc les autres négociations qui s'en sont suivies, c'était de permettre finalement de consolider l'idée de création des deux États par les Nations Unies et de renforcer les liens. Il se fait que malheureusement, il y a quelques années, des élections ont été organisées, n'est-ce pas, en Palestine, c'est les territoires occupés, Gaza, Cisjordanie. Des élections ont été organisées par l'autorité palestinienne pour désigner un président. Le président, c'est M. Mahmoud Abbas, après la disparition de Yasser Arafat. Entre-temps, le Fatah, qui est le parti de M. Mahmoud Abbas, a perdu les élections législatives dans la bande de Gaza, qui ont été remportées par le Hamas. Le Hamas, qui est une organisation politico, je dirais, militaire. Il y a l'aspect politique, où il y a des élus qui ont été envoyés au conseil législatif palestinien. Mais entre autres, il y a les milices qui, eux, ont juré de faire la guerre à Israël. Mais de l'autre côté aussi, vous avez Israël qui n'a pas cessé d'occuper, d'étendre ses colonies que ce soit en Cisjordanie, que ce soit à Gaza et partout ailleurs. Il y a même une décision de construction d'un mur dont le débat a été fait l'objet de beaucoup de discussions sur des plateformes, des juristes, des politologues, ainsi de suite. Donc la construction du mur est venue s'ajouter au problème, au contentieux israélo-palestinien. Et malheureusement, il y a eu cette attaque du 7 octobre 2023, où on a vu des miliciens du Hamas quitter la bande de Gaza et s'infiltrer. Il y a une carte, la dernière carte, qui représente la situation actuelle. Voilà. Okay. Vous voyez la bande de Gaza qui est là-bas, la Cisjordanie. Vous verrez qu'il y a une particularité à ce niveau-là. C'est la Cisjordanie, mais il y a des colonies israéliennes qui se sont déployées en Cisjordanie. En principe, la Cisjordanie, c'est un territoire palestinien. Donc, malgré la mise en place des deux structures, progressivement la mise en place d'un État palestinien, Israël a continué à occuper une partie des territoires palestiniens. Ce qui explique l'attaque ou les revendications du Hamas. Vous avez le Hezbollah au nord qui continue jusqu'à aujourd'hui, malgré l'occupation par l'armée israélienne aujourd'hui à Gaza. Le Hezbollah continue à faire des incursions, des attaques par missiles à partir du Liban sur Israël. Vous avez la Syrie, puisqu'il y a un petit contentieux, il y a un grand contentieux entre Israël et la Syrie sur le plateau du Golan. Donc la Syrie aussi qui de temps en temps se lance dans des opérations militaires contre Israël, à l'exception de la Jordanie et de l'Égypte, puisqu'ils ont signé, pour des raisons de leur convenance personnelle, accepté de signer un accord de paix pour pacifier la situation avec Israël. Voilà un peu le contexte historique qui nous amène aujourd'hui à réfléchir sur les problèmes de droit qui se posent par rapport à cette configuration territoriale. Tout à fait. Merci, professeur. Je vous en prie. Alors, merci beaucoup pour ces éclairages. Et nous venons de voir donc 3-4 cartes qui révèlent l'évolution, c'est-à-dire du point de vue chronologique et les événements qui ont marqué ces moments particuliers. Mais il y a un aspect peut-être que vous n'avez pas souligné, à voir seulement juste la carte ici. C'est-à-dire nous avons dans la bande de Gaza ici, il y a des Palestiniens. À Cisjordanie, il y a des Palestiniens. Mais toute la bande ici, c'est la bande israélienne. Ça, c'est l'État d'Israël. Tout ça là-bas. Alors, à voir la carte ici. Nous avons des colonies ici, israéliennes, dans la partie ici de Cisjordanie. Alors, mais la partie ici, pourquoi est-ce qu'il y a des colonies israéliennes ici dans cette partie?
Alors, je crois qu'il y a ces colonies ici, c'était pour que Israël voudrait se protéger en allant jusque dans la partie de Cisjordanie, afin que les incursions qui pourraient provenir d'ici, on puisse les maîtriser à partir d'ici, de ces colonies. Il y a cet aspect-là, mais l'aspect le plus fort, le plus objectif, c'est que nous sommes dans une zone, disons, désertique. Nous sommes dans une zone désertique, c'est Israël, le Liban, c'est le Proche-Orient, ce n'est pas la forêt verte ou la savane verte comme chez nous ici. Et donc, et un élément important, c'est qu'Israël aujourd'hui, si vous voyez les statistiques, sur le plan démographique, Israël, parmi les États occidentaux, a le plus fort taux de natalité. Et donc, il faut trouver des espaces pour cette population, et un espace où ils vont travailler, l'agriculture, ils sont très forts en agriculture. Il faut trouver des terrains propices où ils vont mener des activités agricoles, économiques, et étendre leur comment dire, l'espace. Voilà, c'est ce qui explique l'occupation d'une grande partie de la Cisjordanie. Mais rappelons aussi qu'au cours de l'histoire récente, il y a eu des négociations entre l'autorité palestinienne et Israël pour le retrait d'Israël de la Cisjordanie. Et donc à un moment donné, Israël s'est retiré même jusqu'au-delà de 80% des territoires de la Cisjordanie pour revenir sur les limites israéliennes. Mais le contexte politique en Israël fait que quand un Premier ministre signe ces accords, il y a un autre bord d'opposition qui s'y oppose, et donc ça fait que la situation, la configuration que vous voyez là-bas, elle est fluctuante. Tantôt c'est dans le bon, tantôt les colonies sont comment dire, s'étendent. D'accord. Alors je voudrais aussi poser une autre observation, c'est par rapport aux populations qui habitent la bande du sud de Gaza. C'est une population palestinienne. Et ici aussi, une population palestinienne. Néanmoins, les colonies, il y a des Israéliens qui sont qui occupent ces parties-là. Alors, qu'adviendrait-il? J'ai comme l'impression que s'il faut quitter la bande de Gaza et aller à Cisjordanie, il faut traverser donc Israël. Alors, pour traverser, étant donné que nous sommes dans un contexte de deux États différents, je voudrais savoir, faut-il un visa ou pas? Il y a des autorisations. Il y a des autorisations. Puisque jusque avant les accords d'Oslo, le territoire, la bande de Gaza, Cisjordanie était sous contrôle, sous l'administration israélienne. Et donc la question du visa ne se pose pas jusqu'à ce que l'État palestinien existe. Donc jusqu'à ce niveau-là, pour traverser, il y en a qui vont, et récemment, non, pas plus tard qu'hier, il y a un documentaire que je suivais sur une chaîne internationale, où la question des travailleurs palestiniens qui quittent la bande de Gaza ou la Cisjordanie pour travailler en Israël commence à se poser. Et les Israéliens émettent de plus en plus d'inquiétudes par rapport aux récentes incursions. Et les Israéliens sont maintenant en train d'aller chercher la main-d'œuvre en Inde et en Chine. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un autre problème qui va se poser bientôt, c'est que si la crise n'est pas gérée, n'est pas jugulée, comment dire, ne s'éteint pas, on va avoir des problèmes de mouvement de population. Et vous avez oublié, on a oublié de mentionner le statut particulier de Jérusalem. Effectivement, je voulais poser la question là. Jérusalem se situe au niveau presque entre les deux, à cheval entre les deux territoires, la Cisjordanie et les territoires de Jérusalem. Et donc il y a un statut particulier de Jérusalem, et vous entendrez, vous suivez sur les chaînes d'information, dans la documentation, que la question de Jérusalem bénéficie aussi d'un statut particulier, parce qu'il y a Jérusalem Est, où il y a la plupart des pays, des Arabes, des Palestiniens qui viennent. Il y a une mosquée à Jérusalem, il y a le temple à Jérusalem, il y a une basilique pour les chrétiens catholiques à Jérusalem. Et donc le stade de Jérusalem devient, disons, un carrefour. On a parlé des raisons religieuses. Ça devient un carrefour, et pour cela, la communauté internationale estime que Jérusalem devait avoir un statut particulier. Là, cet avis a été quelque peu malmené par la position d'Israël, qui veut que Jérusalem devienne la capitale d'Israël. Et pas Tel Aviv. Et donc, à ce niveau-là, ça fait partie des éléments qui alimentent le conflit entre Israël et Palestine. Alors, avant d'aborder les questions des droits,
Alors, je suis en train de voir ici les États, le pays limitrophe. On voit le Liban, on voit la Syrie, la Jordanie, parce que vous avez dit, même l'Égypte ici. Alors, vous avez dit que la plupart des pays limitrophes ont signé des accords bilatéraux avec Israël. Et dans ces accords bilatéraux, quand on essaie de voir la configuration sur le plan international, le Liban a comme partenaire principal, enfin, l'État, vous savez, le Liban peut-être a été colonisé par la France. C'est une colonie, enfin, dans le temps, c'était sous mandat français. C'était sous mandat français. Alors, la Syrie, c'était britannique. Britannique, c'était britannique. Non, français aussi. C'était français, la Syrie. C'est l'Irak qui était sous mandat britannique et la Transjordanie qui est devenue la Jordanie. Ah, voilà. Et l'Iran? L'Iran, c'est britannique. C'était britannique. Ouais. Alors, aujourd'hui, Égypte, bon, on a déjà dit, c'est britannique. Mais après, nous voyons la présence, une présence plus imposante, en fait, des États-Unis d'Amérique, du côté en Égypte. Cela a quel impact? Je ne vais pas encore poser les questions de droit, je suis encore dans les questions de configuration générale. Comment on peut interpréter la présence des États-Unis d'Amérique du côté égyptien? Pendant que nous avons la France, là-bas, nous avons ici la France. Et comment ça fait, quelle configuration en termes de lecture internationale des événements? Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? C'est que, quand vous voyez l'actualité, les États-Unis se sont imposés en parrain de l'État d'Israël. Donc, en tant que parrain, ils sont là pour protéger les intérêts et l'État de l'État d'Israël dans ses limites actuelles. Ce qui explique, à mon sens, l'apport important que les Américains investissent dans l'armée égyptienne. Si mes statistiques sont fiables, les États-Unis financent à raison de entre 60 et 70% du budget de l'armée égyptienne. On comprend aussi l'évolution politique en Égypte après la chute de Moubarak. Oui. Les frères musulmans ont remporté les élections. Oui. Et on a vu tout de suite les changements qu'il y a eu, qui sont intervenus juste après la prise du pouvoir par les frères musulmans pour ramener l'armée égyptienne au contrôle du pays avec Al-Sisi. Donc les Américains, c'est des parrains, c'est incontestable. Important. Sauf avis contraire. Je pense que c'est un appui important d'Israël. Et donc, ce qui explique leur présence en Jordanie et en Égypte, ou leur influence sur la Jordanie et sur l'Égypte, pour essayer de protéger leurs alliés. D'accord, très bien. Alors, merci beaucoup. Je crois que là, on peut maintenant toucher les questions de droit. Tout ce que nous venons de suivre, cette évolution, quelles sont les grandes questions de droit à l'international qui peuvent être évoquées? Peut-être, maître, vous voulez intervenir à ce sujet? Oui, nous avons pu retenir... Est-ce qu'on peut faire passer? Nous avons pu retenir 4 problèmes qui se posent sur la scène internationale. Le tout premier problème, il y a le conflit territorial entre Israël et la Palestine, caractérisé par le phénomène des dépossessions territoriales ou encore par l'occupation prolongée des terres palestiniennes. En fait, comme Maître Serge Label est bien dit, juste après la guerre des 6 jours, on a vu Israël, avec son esprit extensionniste, de vouloir occuper des terres appartenant à d'autres voisins, entre autres en Égypte, Jordanie, en Syrie. Et cet esprit que nous venons de citer comme problème qui se pose, continue à se manifester jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que la présence de colonies que nous avons parlé, occupées par les Israéliens dans des terres voisines, là, ça pose toujours problème. Le deuxième problème qui se pose, c'est la violation par Israël et la Palestine des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux droits de la guerre. Comme nous le savons très bien, le droit international organise la manière dont la guerre doit se faire. Et la plupart des cas, que ce soit l'Israël ou Hezbollah ou les Hamas, qui sont des groupes considérés comme des groupes terroristes pour certains États, et soutenus par d'autres États palestiniens, et la plupart des fois, lorsque les protagonistes sont en mouvement de guerre, on constate une violation des instruments relatifs aux droits de l'homme et aux droits de la guerre, que ce soit du côté israélien, que ce soit du côté palestinien. Le troisième problème, c'est la mise en cause
du droit de la paix et de la sécurité internationale. Là, vous allez constater que nous sommes en présence d'un conflit asymétrique. Qu'est-ce que cela veut dire? Du côté israélien, nous avons une armée bien structurée, bien appuyée. Et de l'autre côté, nous avons des groupes qu'on considère, entre guillemets, pour certains des terroristes, qui ne sont pas contrôlés. Parce que là, quand vous allez constater, même les deux groupes qu'on considère comme terroristes ne sont pas tout à fait d'accord sur certains points. D'autres agissent quand ils veulent, d'autres ne sont pas d'accord quand il faut agir. Ça fait que nous sommes en face d'un conflit asymétrique qui oppose une armée structurée que possède Israël contre deux mouvements mal organisés qu'on considère comme des terroristes. Le quatrième problème, c'est la dichotomie entre le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes et les droits à la légitime défense. Les deux principes sont consacrés par la Charte des Nations Unies. Au fait, pour Israël, ils justifient leurs actions en invoquant le droit à la légitime défense. Et pour eux, pour se protéger, ils violent même la frontière en installant même des colonies. Et pour justifier leurs actes, leur présence à Gaza ou même en Jordanie, ils évoquent le droit à la légitime défense tel que protégé, promulgué par la Charte des Nations Unies. De l'autre côté, nous avons les Palestiniens qui évoquent aussi le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Ils disent, nous sommes un peuple, nous avons droit à se constituer et à créer un État. Et jusqu'à présent, à l'heure actuelle, certains États au monde reconnaissent l'existence de la Palestine et d'autres ne reconnaissent pas son existence. Alors, à chaque fois qu'il y a conflit entre les deux protagonistes, les Israéliens évoquent la légitime défense. Les Palestiniens, eux, ils évoquent le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Deux principes consacrés par la Charte des Nations Unies. Et après les problèmes, nous avons pu dégager les conséquences. En termes de conséquences, nous avons pu constater qu'il y a la responsabilité d'Israël est engagée selon le droit international, tout comme celui des responsables du Hamas et du Hezbollah qui combattent l'État d'Israël. En fait, même si vous êtes un groupe non structuré, Hezbollah ou Hamas, le droit de la guerre doit s'appliquer. Mais en termes de conséquences, ici nous avons constaté que ce soit Israël, que ce soit Hezbollah ou Hamas, les responsabilités sont engagées, le droit international n'est pas respecté. Deuxième conséquence, nous avons pu dégager la possibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par Israël et par le Hamas. Lorsqu'il y a la prise d'otages, c'est un crime. Lorsqu'il y a des assassinats ciblés, ce sont des crimes. De deux côtés, ça a comme conséquence crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Troisième et dernière conséquence, les deux antagonistes entre l'Israël et la Palestine n'arrivent pas à trouver un compromis parce que les Nations Unies, qui devait normalement être l'arbitre, l'église au milieu du village, n'arrive pas à imposer le droit international dans cet espace-là, compte tenu des intérêts de certains États, comme les États-Unis, comme nous avons dit, qui cherchent à tout prix à imposer l'existence de l'Israël sur les terres palestiniennes. Et entre autres, nous allons voir que même les voisins, si on peut revenir à la carte, je demande à ce qu'on puisse revenir à la carte. Voilà. Vous allez voir que la Syrie, c'est un allié stratégique pour la Russie. Et l'Égypte, tout en gardant la neutralité, comme il reçoit les subventions des États-Unis d'Amérique, essaie de ne pas être acteur actif, mais tout en ayant une position. Tout en ayant une position. Parce que vous allez remarquer très bien que les tout premiers mouvements pour essayer de récupérer la Palestine entre les mains de l'Israël étaient soutenus en provenance de l'Égypte. La Jordanie, compte tenu de ses intérêts avec les États-Unis, comme mon estimé confrère l'a bel et bien dit, soutenu par les Américains, le roi jordanien, un allié inconditionnel, compte tenu des intérêts du pétrole.
l'Arabie Saoudite également, qui devait chercher un soutien du côté des États-Unis pour se protéger contre l'Irak à l'époque. Donc là, nous sommes en face des deux puissances qui se battent, donc les États-Unis et l'Union soviétique, actuellement la Russie, avec comme alliés la Chine, Corée du Nord, sont des alliés de la Syrie. Donc là, nous pouvons dire que c'est ça ce que nous avons pu retenir comme problème de droit ainsi que ses conséquences juridiques. À ce qui concerne la question de dire qu'il y a avancé ou recul, nous avons suggéré à ce que ça puisse se passer en termes de débat entre M. Serge et moi-même et les autres, pour que nous puissions constater est-ce qu'il y a eu recul ou avancé lorsque nous analysons la crise israélo-palestinienne en rapport avec la limitation du droit international. Voilà, monsieur le professeur, ce que nous avons pu organiser. Israël a subi pendant longtemps le régime d'apartheid. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, excusez-moi. L'Afrique du Sud a subi le régime d'apartheid pendant longtemps. Et la rhétorique africaine aujourd'hui, c'est de considérer les Palestiniens au même titre que les victimes sud-africaines de l'apartheid. Donc Israël se comporterait comme le régime d'apartheid à l'égard des Palestiniens. Ça, c'est la première chose qui fait que l'Afrique du Sud se sente concernée. Deuxièmement, au plan interne, je pense que le Conseil, l'ANC, l'African National Congress, le parti Nelson Mandela, qui a le règne du pouvoir aujourd'hui en Afrique du Sud, serait peut-être en difficulté sur le plan interne. Et donc, pour se donner, comment dire, redonner un peu de la vigueur, du dynamisme au plan interne, la question palestinienne, évoquer la question palestinienne, ça serait un argument ou disons un outil qui servirait à redorer un peu l'image de l'ANC vu ce qui s'est passé au niveau interne. Maintenant, il y a un autre aspect au niveau international. N'oublions pas que l'Afrique du Sud vient d'organiser il y a quelques mois le sommet des BRICS. Les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Et on a entendu qu'il y a certains pays qui voudraient adhérer aux BRICS. Le BRICS vient proposer un autre discours que le groupe de la Banque, le groupe de la Banque mondiale. Que le groupe de la Banque mondiale, que les intérêts occidentalo-centrés dont on vient d'évoquer. Et donc, la sortie de l'Afrique du Sud, je la situe à ce niveau-là pour dire que comme il a dit, l'Afrique du Sud a eu le courage de lever la main, mais il y a un langage commun en Afrique. Quand vous voyez un chien aboyer, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a placé là où il est en train d'aboyer. Et donc, l'Afrique du Sud a pris le courage, c'est vrai, de braver Israël au niveau de la Cour internationale de justice, mais je pense qu'il y a tous ces éléments qui justifie cette attitude de bon droit, bien sûr, parce qu'il ne faut pas fermer les yeux sur des crimes qui sont commis sur cette zone du Proche-Orient, mais les motivations, il faut les évoquer aussi, les étudier. D'accord. Merci beaucoup, maître. Merci pour tous ces renseignements. Nous voulons maintenant inviter l'audience à participer au débat. Alors, il y a trois grands éléments que nous venons de suivre. Le premier moment, on vient de nous faire une lecture chronologique des événements, des faits, le fait tel que ça se passe en Israël, en Palestine. Deuxièmement, on vient de nous dire que l'évolution a fait qu'il y ait, entre guillemets, des États. De fait, il y a deux États, mais de droit, on est en face d'un seul État, si on peut ainsi s'exprimer. Mais l'existence de ces deux États sur le même territoire presque, ça fait des difficultés énormes. Et troisièmement, on vient d'évoquer différentes questions de droit international qui se posent, question d'occupation de terres, question de violation de droits humains, question de commission de violation de droit international humanitaire, plusieurs crimes qui se commettent. Est-ce qu'il faut saisir la CIJ, est-ce qu'il faut saisir la CPI, et qui doit prendre l'initiative de le faire? Mais aussi, nous voyons que le monde peut devenir un peu multipolaire. Le caractère multipolaire fait que l'on ne puisse pas très bien saisir la question, parce que les intérêts sont divergents, font que tous ne puissent pas parler le même langage. Et cela a des incidences sur l'effectivité du droit international, les règles du droit international. Est-ce que dans la crise actuelle, pouvons-nous dire que les règles du droit international sont respectées? Oui,
S'ils sont respectés, tant mieux. Si elles ne sont pas respectées, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous pouvons nous dire qu'avec la crise, nous voyons une avancée significative du droit international contemporain, ou carrément nous sommes en face d'un recul foudroyant et qui fait que l'on se demande aujourd'hui si ces droits existent encore réellement. Bon, un droit qui semble être au service des plus forts. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre le retour à l'état de la nature, à l'anarchie, tel que évoqué toujours sur le plan international? L'effectivité des normes du droit international qui nous amène aussi à nous interroger par rapport à tout ce que prône l'école du réalisme américain. Alors, l'école réaliste américaine qui prône l'idée que si le droit international doit être fondé sur le volontarisme étatique, pendant que les États sont marqués par l'arbitraire, parce que chaque fois qu'il s'agit des intérêts des États, on ne tergiverse pas, on agit. Et donc, nous voyons Israël agir sur les territoires palestiniens sans se gêner. Il y a des violations de droits humains, mais il se sert aussi toujours des leviers des règles de droit international. Vous avez évoqué la question du droit à la légitime défense. Les autres évoquent la problématique de l'exercice de leur droit à l'autodétermination et avec son corollaire, qui est celui de disposer d'eux-mêmes. Quid? Que faut-il faire? Est-ce qu'on avance ou on recule? Alors, je vais laisser dans l'audience aussi intervenir. Celui qui voudrait un commentaire, une question, il peut donc la poser. Voilà, monsieur Chansard, comment on évolue. Très bien, donc nous accordons directement la parole au public pour quelques observations. Voilà, merci beaucoup pour la parole. Je m'en voudrais de placer mon petit commentaire sans pour autant admirer la qualité du débat. Je pense que la question aujourd'hui de l'Israël et la Palestine, c'est une question d'actualité. Et pour moi, c'est un grand plaisir de participer dans cette grande messe scientifique et qui a éclairé effectivement la religion de tout le monde. Alors, le commentaire que je voudrais placer, c'est par rapport à ce que certains appelleraient l'impertinence du droit international par rapport à l'évolution des événements aujourd'hui. Parce que j'observe beaucoup les crises aujourd'hui, que ce soit cette fameuse guerre en Ukraine avec la Russie, que ce soit la guerre en Israël, la guerre dans la bande de Gaza, des frappes au Yémen, la Syrie, etc. Par rapport à ces événements, le plus récent, c'est l'événement du 3 janvier 2020, quand les États-Unis ont décidé de frapper l'Irak et tuer le général Soleimani. Et pourtant, quand on est à l'auditoire avec les profs Kennedy, il avance les principes des droits internationaux, les principes de souveraineté, les droits du non-recours à la force, les droits de la guerre, vous l'avez effectivement évoqué. Mais aujourd'hui, quand on est en face des grandes puissances, qui sont irascibles des violences, à la poursuite de leurs intérêts, ils s'en foutent complètement du droit international. Alors vous, comme chercheurs, les principes que vous avancez aux étudiants, ça apparaît comme des chimères. Parce que je ne sais pas comprendre les principes de souveraineté, les principes de l'intangibilité des frontières. Nous sommes déjà en 1948 avec la guerre des 6 jours, l'Israël étend ses frontières. Un étudiant de première année des droits internationaux, on va lui dire que la règle est régie par le principe de l'intangibilité des frontières. Comment va-t-il comprendre le fait que voilà, l'Israël s'étend déjà en 1948? Les principes de souveraineté. La Russie décide d'envahir l'Ukraine. Un État souverain. J'aime bien quand les profs Kennedy parlent de la souveraineté, ils tirent en tout cas sa veste dans toute fierté. Mais comment l'on peut apprécier la souveraineté aujourd'hui quand il y a des États irascibles de la poursuite de leurs intérêts qui décident d'envahir d'autres États en violant leur souveraineté? Les droits de la guerre, je crois qu'on en parle quand on est en Afrique, mais les conflits en Ukraine, on a vu des objectifs, des cibles civiles qui ont été confondues aux objectifs militaires, et malheureusement on en parle pour des raisons des journaux, etc., et rien ne change sur terrain. Vous, comme chercheur, c'est une question de curiosité. Par rapport à toutes ces crises-là, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de redéfinir le droit international par rapport aux enjeux de l'ère aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de ne pas nous donner l'impression, nous étudiants, comme si vous nous donnez des chimères? Parce qu'au fond, ce que vous dites et ce qu'il y a sur terrain, c'est absolument le contraire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, effectivement, qui a la charge de la paix et la sécurité internationale, mais on sait la composition de ces conseils de sécurité, on sait la position de ces États.
Vous avez parlé de l'action de l'Afrique du Sud. Bon, l'Afrique du Sud qui étant une action devant un organe de l'ONU, on sait l'influence qu'ont les États qui appartiennent à cette famille occidentalo-centrée. Et cela certainement aurait d'influence sur la position de la Cour. Bon, vous parlez aussi du droit international humanitaire, les règles du DIH qui sont violées. Et donc là, il faut aller à la CPI. La triste expérience, c'était en 2021, si j'ai bonne mémoire. La pauvre Fatou Bensoudan voulait faire des investigations sur les crimes commis en Afghanistan à l'époque par les États-Unis. Le président Trump a déjà menacé non seulement de couper les financements à cette cour, mais aussi à refuser les visas aux juges de la cour. Et puis l'histoire s'est effritée. Est-ce en tout cas, c'est pertinent aujourd'hui de concevoir les droits internationaux tels que vous les concevez face à la rivalité autant BRICS aujourd'hui? L'usage de la force. Est-ce important de dire aux étudiants, voilà, il faut pas utiliser la force, c'est interdit par les droits internationaux? Est-ce important de maintenir aujourd'hui la charte de l'ONU dans sa conception de 1945? Certainement, j'ai beaucoup à dire, mais pour l'intérêt du temps, je préfère m'arrêter par là et je pose maintenant la question. C'est par rapport à l'action de l'Afrique du Sud. Il y aurait certainement des crimes de génocide. Mais pourquoi aller devant la Cour internationale de justice? Et pourtant, là, nous sommes dans les champs du droit pénal. Si l'on a identifié les responsables présumés de ces crimes de génocide, la logique voudrait que l'on puisse les poursuivre devant la Cour pénale internationale. Pourquoi devant la Cour internationale de justice? L'autre question, c'est par rapport à la question d'intérêt qui peut se poser. De quel intérêt l'Afrique du Sud peut se prévaloir de saisir la Cour au nom du peuple palestinien qui est meurtri par l'Israël? Merci beaucoup. Merci monsieur Gilbert, le deuxième. Oui, merci pour disons le flow. Le nom c'est Herman. Et, bon, je ne suis pas juriste, donc je vais évoluer en profane. Donc ma question va être vraiment profane. C'est une actualité que je suis de très près, très souvent le soir. Et une question qui m'intéresse beaucoup. Alors moi, je vois la question d'une autre manière. En profane, comme je l'ai dit. J'ai réfléchi en termes de deux aspects. Je voulais savoir qu'en pensent les deux intervenants. À ma manière de voir les choses, je me pose deux questions. Ne serait-ce pas un levier utilisé par la Russie pour essayer de détourner l'attention au niveau de l'Ukraine, vu que c'est une guerre qui épuise aussi? Ne serait-ce pas un levier utilisé par Poutine pour essayer de contourner l'attention et aussi éparpiller les efforts des géants qui essaient de lui tenir tête en Ukraine? Et deuxièmement, ne serait-ce pas aussi un moyen utilisé par les BRICS pour essayer d'affaiblir les géants occidentaux, affaiblir le chef pour essayer de l'attaquer, épuiser ses ressources et ses moyens d'intervention, ou même ses moyens de défense? Merci beaucoup. Il y a un cousin qui veut intervenir aussi. Voilà, merci pour la parole. En fait, j'ai seulement deux questions. La première est de savoir quelles ont été les motivations qui ont poussé à l'ONU d'emplacer seulement les peuples israélites au milieu des lions affamés, donc les États arabes. Deuxièmement, j'aimerais savoir, en fait, j'ai vu, vous aviez donné toutes les limites de l'État israélien. Vous n'avez pas aussi donné les limites de l'État palestinien. Pouvons-nous nous dire que l'État palestinien n'existe presque plus? Ou comment? Merci. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Abdallah Olenga, je suis master en droit international ici à l'ULPGL. Alors, je voudrais aussi commencer par remercier les intervenants pour la qualité des débats et je m'en vais directement poser quelques questions par rapport à cela.
Tout d'abord, j'ai une inquiétude qui me taraude l'esprit par rapport à la résolution 181. Peut-être qu'on ne l'a pas dit ici, mais dans l'histoire, on nous renseigne que cette résolution aurait accordé plus des territoires à l'Israël plutôt qu'à la Palestine. Pourtant, à l'époque, on nous dit qu'il existait encore 60% des Arabes par rapport à 40% des Juifs. Alors, comment comprendre que le Conseil de sécurité des Nations Unies aurait accordé plus de terres, plus 55% des terres à la population juive pendant qu'ils sont minoritaires dans la région? Alors, la deuxième préoccupation concerne justement la solution par rapport au conflit au Proche et Moyen-Orient, parce que vous aviez évoqué les problèmes, mais je n'ai pas senti en tout cas des pistes et des solutions que vous aviez données. Aujourd'hui, on nous renseigne que la solution qui est prônée par beaucoup de gens, c'est l'existence des deux États, c'est-à-dire l'Israël à côté de la Palestine. Mais entre-temps, nous avons Benjamin Netanyahou qui ne jure que par la destruction des Hamas et qui dit au moins que l'existence de la Palestine n'est pas envisageable. Et à côté aussi, nous avons les États-Unis qui sont l'ami fidèle d'Israël, qui se disent aussi que la solution pour cette région, c'est la partition c'est l'existence de ces deux États. Alors, je me demande bien, est-ce que on peut toujours continuer à envisager cette piste de solution comme voilà, une meilleure pour régler les conflits au Moyen-Orient? Et je voudrais aussi que vous invoquiez la question, parce que j'ai suivi récemment Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui a dit que l'Israël lui-même aurait financé la Palestine justement pour affaiblir l'autorité palestinienne, aurait financé les Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne. Donc on comprend que l'escalade est devant nous et la solution devient de plus en plus compliquée. Alors ça, c'est la deuxième préoccupation. Je voudrais aussi savoir par rapport aux crimes des génocides avec l'Afrique du Sud aujourd'hui dont vous aviez parlé. Nous savons bien évidemment que l'Afrique du Sud aurait saisi la CIJ pour solliciter des mesures conservatoires, parce qu'on n'a pas dit, on a tendance à croire que c'est les crimes de génocide. Pourtant, on sollicite plutôt les mesures conservatoires pour un probable crime de génocide qui serait commis en Palestine, dans la bande de Gaza. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'en cas d'un jugement en faveur des Pretoria, de l'Afrique du Sud, est-ce qu'il est tout à fait envisageable pour l'Israël, pour Tel Aviv, Benjamin Netanyahou, d'accepter de se soumettre à un jugement rendu par la CIJ, d'autant plus que nous savons avec les droits internationaux, les arrêts de la CIJ souffrent d'un véritable problème d'inexécution. Et je vais citer ici l'affaire du Nicaragua et consorts, et nous savons les États-Unis qui sont les alliés fidèles de l'Israël pourront toutefois opposer les droits de veto. Alors, je me demande bien quelle serait voilà, l'issue de cette action de l'Afrique du Sud. Et la dernière préoccupation, c'est concernant le monde vers lequel nous tendons par rapport à la position de l'Afrique, parce que nous avons l'impression aujourd'hui que nous tendons encore vers un monde multipolaire. Nous quittons les mondes unipolaires, bipolaires pour un monde multipolaire. Alors, vis-à-vis de nous, Africains, parce qu'il faut aussi le dire, est-ce que ce n'est pas aussi une opportunité pour les Africains de pouvoir se retrouver, de pouvoir imposer leur position, parce que dans les temps, les Africains n'avaient pas beaucoup de possibilités de pouvoir coopérer. Si tu ne coopérais pas avec les États-Unis, c'est-à-dire que tu n'avais pas vraiment d'autres options de pouvoir se retrouver pour ton développement. Mais avec les mondes multipolaires, on comprend que les Africains auront plus de possibilités de coopérer ça et là, de pouvoir voilà, avoir plusieurs partenaires, pouvoir se tourner avec qui ils veulent. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen pour nous les Africains, cette guerre, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, pour l'Afrique, de pouvoir réellement imposer sa place sur la scène internationale? Ce sont les petites questions que je pourrais avoir par rapport à tout cela. Merci. Je tiens de prime abord à vous remercier pour la parole nous accordée. Le nom c'est Bouchiri Moukoulumania Emmanuel. Ce qui me pousse à poser la question que j'ai à poser, c'est de prime abord
un mot ou alors une question que le prof Kennedy a posée en introduisant cette séance. Il a posé la question de savoir quelle est la part de l'Africain. Une deuxième chose qui me pousse à poser cette question, c'est la conclusion de notre deuxième intervenant, l'honoré Maître Justin. Lorsqu'on lui pose la question de savoir quelle conclusion peut-il tirer de l'analyse géopolitique du conflit Israël-Palestine, il estime qu'il y a lieu de considérer que le conflit serait entre la Russie et les États-Unis. Lorsqu'on lui pose aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on peut retenir de l'action de l'Afrique du Sud, il a mentionné un point important, le silence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis il dit l'intérêt du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ça me rappelle une phrase que j'ai étudiée en droit des organisations internationales. C'est une phrase de Michel Virali. Il estime que derrière chaque création se cachent des intérêts d'un groupe d'États plus ou moins étendu. Est-ce qu'avec la guerre Ukraine-Russie, Israël-Palestine, on peut considérer que l'ONU a échoué? On peut considérer. Puisqu'on s'est posé plusieurs questions sur l'ONU. D'ailleurs, les propositions de réforme sont nombreuses. Nous avons une proposition du groupe des 4. Nous avons une proposition du groupe uni pour le consensus. Nous avons même une proposition de l'Union africaine dans le consensus d'Inzulini. Est-ce que l'Africain doit prendre conscience et savoir que le mécanisme universel de sécurité collective a échoué et rentrer dans le monde régional? Le monde n'est plus unipolaire. Le monde est devenu multipolaire. L'Union africaine organise une architecture de paix et de sécurité collective. Est-ce que l'Africain ne doit pas prendre conscience en se disant qu'il n'y a plus intérêt à aller chercher l'ONU afin de chercher une paix en Afrique? Puisque même là, à l'ONU, on n'est pas représenté. Est-ce qu'il y a lieu de sauvegarder les intérêts de l'Afrique sans l'Afrique? Retournons en Afrique pour une paix et sécurité collective en Afrique. La question donc est de savoir, est-ce l'Africain ne doit pas quitter l'ONU? Je suis très clair. Est-ce l'Africain ne doit pas quitter l'ONU pour une sécurité et une paix collective africaine et laisser la guerre aux Occidentaux avec leur mécanisme universel qui est l'ONU? Je vous remercie. Je réponds au nom de Shadrach Monimali. Tout à l'heure, avec l'exposé de l'histoire d'Israël, j'ai fini par faire un constat avec ce qui se passe effectivement avec l'Israël et l'Ukraine, et ici en Afrique avec nos voisins. J'aboutis à une conclusion de violation des frontières et tout. Est-ce qu'à ce stade, parce qu'apparemment la solution ne se trouve pas, on peut parler de la faiblesse du droit international? Ou du moins de l'impunité sur le plan international? Et le contraire, quelles seraient les solutions ou différentes solutions imposables aux États sans leur volonté et y mettre carrément fin? Okay. Je vous remercie. Je suis juge en grande instance ici. Merci beaucoup. Alors, je crois que là, on va... Merci beaucoup pour ces questions qui dénotent d'un certain niveau de compréhension de la question du droit international, pas seulement sur la crise israélo-palestinienne, mais dans l'ensemble. J'apprécie à leur juste valeur les différentes interventions sur les questions qui démontrent que effectivement l'Africain a commencé à repenser sa place dans le concert des nations. Je reviens à cela pour dire que le droit international a évolué dans le temps. Nous sommes partis du droit international classique vers un droit international moderne qui aussi subit des mutations. Il est même fragmenté.
Parce que vous parlez du Conseil de sécurité, ça c'est au niveau universel. La question de la sécurité collective, c'est devenu une question décentralisée. Vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, vous allez avec la SADC, il y a des questions de sécurité collective au sein de la SADC qui sont évoquées suivant la particularité de la SADC. Vous avez parlé de l'Union africaine, ça c'est au niveau régional. L'Union africaine a une architecture de paix et sécurité qu'on peut appeler une forme de sécurité collective au niveau africain. Mais alors pourquoi est-ce que la question semble si compliquée pour nos États? Moi, la réponse, de mon point de vue, comment dire, je vais réfléchir à haute voix, vous allez me le concéder, c'est que d'abord la forme de nos États. Nos États, ce sont des États ici de la décolonisation, on est tous d'accord. Est-ce que dans leur évolution, ces États ont pris en compte la place qu'ils occupaient au moment des indépendances, après la chute du mur de Berlin? Est-ce que nos États ont pris conscience de la multipolarité des relations internationales aujourd'hui? Il y en a, à mon sens, qui ne le comprennent pas. Et quand on parle d'Israël-Palestine, vous savez que de toutes les analyses, il ressort que le problème de l'autorité palestinienne, qui devait assumer la responsabilité en tant qu'institution politique de la Palestine, se pose en termes de la gravité du niveau de corruption, ce qui est égal par ailleurs dans la plupart de nos États africains. Quand il faut traiter des questions qui visent les intérêts des États africains, la plupart de nos institutions, la plupart de nos animateurs politiques, on les accuse d'être corrompus. Et quand on parle du corrompu, on ne voit pas que le corrompu, il faut voir aussi le corrupteur. Donc ça pose un problème, pour moi, il y a un problème, je dirais, du sens que nous voulons apporter, nous, Africains, à la fonction d'État. Nous revenons à la crise israélo-palestinienne, parce que j'ai vu la première question qui a attiré mon attention, c'est que la résolution 181 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Revenons sur la carte de... oui, là-bas. La Palestine, telle qu'elle existait avant 1920, il ne faut pas comprendre ce territoire comme le territoire d'un État palestinien, au sens du droit, au sens classique. L'État, c'est un territoire, un pouvoir politique, une population. Il faut comprendre cette Palestine comme faisant partie, ayant fait partie de l'Empire. C'était une province, on peut appeler ça administrée par l'Empire ottoman, notamment avec la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, pas l'Égypte plutôt, la Cisjordanie qui est devenue la Jordanie à ce niveau ici. C'est au moment du mandat de 1920 que la Palestine a été placée. Quand je parle de 1920, c'est après la chute de l'Empire ottoman. Et vous verrez l'histoire de la Première Guerre mondiale où il y a l'Empire austro-hongrois qui s'est disloqué, les Ottomans aussi qui se sont disloqués. Donc il fallait trouver une solution. Et c'est à ce moment-là que va intervenir ce placement sous mandat britannique, va intervenir au moment où il y a le réveil, l'avènement de ce qu'on a appelé le nationalisme juif. Les Juifs, partout où ils étaient éparpillés au monde, notamment en Europe orientale, ils se disaient, nous avons nos terres. On ne va pas rester en Pologne ou, je ne sais pas, en Serbie ou en Ukraine, être persécutés par les autres nations alors que nous avons nos terres. C'est ça en fait la philosophie du sionisme. Nous devons avoir nos terres, nous devons revenir aux terres. Historiquement, les terres israéliennes, c'est où? C'est Jérusalem et ses alentours, n'est-ce pas? Vous avez la Galilée. Je ne vous apprends pas l'histoire de la Bible. Hein? Vous avez la Galilée, vous avez Jérusalem, vous avez, en tout cas, pour les nationalistes sionistes juifs, pour eux, l'État israélien doit être créé où? En Palestine. Je veux vous surprendre. On a même pensé à un moment à amener les Juifs en Argentine et en Ouganda à côté ici.
puisque... Il semble au Congo aussi, non? Une partie, mais essentiellement l'Ouganda, parce que l'Ouganda, c'est une colonie britannique. Et la Palestine était sous mandat britannique. Donc il fallait trouver une solution au peuple juif qui réclamait une terre. On voulait les amener à l'Ouganda, à côté ici. Mais finalement, les Britanniques et les Américains, après la Deuxième Guerre mondiale, vu ce qui s'est passé en Europe avec Hitler et ainsi de suite, ont décidé de créer un État d'Israël, l'État d'Israël en Palestine. On va à la prochaine carte. Voilà. Ça, c'est au niveau de la partition, après la partition par l'ONU de la Palestine. Et vous voyez les limites qui ont été créées. Mais en créant, ça ne veut pas dire qu'on ignorait qu'il y avait des Palestiniens qui existaient. N'est-ce pas? Israël a, dans sa configuration, les limites qui sont établies là-bas, on a considéré que Israël devrait cohabiter avec les Juifs devaient cohabiter avec les Palestiniens. Mais ça n'a pas marché. Puisque les Palestiniens, eux aussi, estiment que la Palestine, c'est leur terre sainte. Et donc, eux aussi ont droit de vivre sur ces territoires. Mais il y a eu un rapport de force. Nous revenons sur la question, sur l'autre question qui a été posée. En droit international, il faut tenir compte de l'aspect rapport des forces. Ce qui explique qu'à un moment donné, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale se sont en fait octroyés la part du lion en termes de pouvoir, le droit de veto. Et dans sa mutation, le droit international aujourd'hui est en train de remettre en cause cette question du droit de veto, les propositions de réforme du Conseil de sécurité. Il y a des pays africains qui se disent non, on doit être représenté au Conseil de sécurité, même si on y est représenté, avec la question du droit de veto. Est-ce que notre intervention sera efficace? Est-ce que même si nous devenons, il y a 10 membres, 10 États africains sont admis au Conseil de sécurité, sans droit de veto, évoluer. Donc c'est autant de questions, et je l'admets. Aujourd'hui, il n'y a aucun... En tout cas, nous sommes des chercheurs à notre niveau. Le niveau atteint par les recherches, la doctrine, ainsi de suite, la question reste posée. C'est pourquoi on dit le droit international est en train de subir des mutations, des transformations, à petits pas, peut-être à grands pas. On fait un grand pas en avant, on peut faire 2 pas en arrière, mais quand même, sachant qu'il y a une réflexion qui est menée, les États s'interrogent. Je suis d'accord avec vous pour dire, mais l'ONU doit disparaître. Mais je vous ai parlé de la fragmentation du droit international. Vous avez aussi aujourd'hui les droits européens, l'Union européenne. Elle a ses propres règles qui régissent les questions de sécurité collective en Europe. En Afrique, nous les avons. Mais voilà, faisons la comparaison entre le mécanisme de sécurité collective en Afrique et en Europe. Comment ça se passe? Aujourd'hui, les Européens se prémunissent contre l'avancée russe en Ukraine. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'ils sont en train de financer l'armée, d'équiper l'armée ukrainienne parce qu'ils ne veulent pas que la Russie avance? Mais est-ce qu'en Afrique, nous avons la même logique? Vous avez parlé du Rwanda. La question du Rwanda. S'il y a un précédent, si on suppose qu'il y a un précédent, le Rwanda a envahi la RDC. Vous pensez que demain, si la question rwando-congolaise n'est pas résolue, il n'y aurait pas un autre pays qui va aller, je ne sais pas, au Bénin, s'attaquer au Togo? Parce que la question n'est pas prise au sérieux, n'est-ce pas? D'où la nécessité pour les intellectuels que nous sommes de tabler sur ces questions-là et de proposer des pistes de solutions. À ce moment-là, il faut que nous atteignions notre niveau de responsabilité au niveau étatique, au niveau régional, au niveau sous-régional et même au niveau universel. Parce que les solutions apportées à partir de New York ne reflètent pas forcément la réalité sur le terrain. La solution israélo-palestinienne sur la bande de Gaza, la Cisjordanie, nous n'avons pas l'appliquer au Congo. Il faut l'adapter. Et donc il y a cette fragmentation, cette transformation, ces mutations dont il faut tenir compte et évoluer avec, et au cas par cas, trouver des solutions par rapport à ces questions. Et la dernière question laquelle je voulais répondre, qui m'a semblé très pertinente, il existe, après les accords d'Oslo et les accords de Tabat, je crois, de 2000, la question de l'État palestinien a été préconisée. Donc, à partir de 2000,
l'existence de l'État palestinien a été placée sur les rails. D'où l'existence de l'autorité palestinienne, d'un parlement palestinien. Et on a vu, le Hamas a accédé au pouvoir dans la bande de Gaza parce qu'il y a eu des élections organisées. Le processus n'a pas pris fin avant les récents événements, d'où les tergiversations. On semble tergiverser. Mais comme vous le dites, la solution qui reste, c'est la solution des deux États. Et quand on parle d'État, il faut que ce soit des États, l'État moderne, qui assument ses responsabilités. La difficulté de l'autorité palestinienne aujourd'hui, c'est d'être l'autorité qui répond de la Palestine, mais qui n'arrive pas à maîtriser l'existence des milices comme le Hamas et le Hezbollah. C'est tout ça le problème. Mais non, les autres expliquent cela par le niveau de corruption, le manque de volonté, ainsi de suite. Mais la solution reste la solution de l'existence des deux États. Merci beaucoup, maître. Oui. Je voulais juste ajouter, en fait, il y a des questions qui ont retenu ma façon de réfléchir, notamment la toute première question que notre ami a posée, la pertinence du droit international face à la crise que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui. J'ai toujours été d'avis que le droit international évolue. Ce n'est pas parce qu'il y a ce genre de conflit qu'on peut prétendre ou ignorer l'existence et l'évolution du droit international. Pour arriver à créer l'État d'Israël, on a fait recours au droit international. Pour essayer de résoudre ce conflit que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est toujours le droit international qu'on interroge. En entrant même en droit privé, nous sommes des avocats. Nous manipulons le code pénal tout le temps. Malgré l'existence du code pénal, il y a toujours des infractions qui se commettent. Peut-on dire que le code pénal n'évolue pas, n'existe pas? Peut-on mettre en doute l'existence du code pénal? Moi, je pense que le droit international, comme le confrère Serge l'a bel et bien dit, est en train de subir de mutations. Et c'est face à des cas pareils que le droit évolue. Quelle est la solution à prendre? Redéfinir le droit international par rapport aux enjeux actuels. Mais on n'a pas besoin de le dire. Pourquoi les institutions, les États se réunissent pour réfléchir sur une question? Et lorsqu'il y a des solutions, couchées sous forme de résolutions, ça joue sur l'évolution du droit international. Vous avez parlé pourquoi la CPI, la CIJ et non la CPI. C'était une question qu'on nous a posée. En fait, nous devons savoir que la CIJ a comme justiciable les États. Mais la CPI a comme justiciable des individus. Et que donc, s'il fallait saisir la CPI, il fallait qu'on cible, bien sûr après les enquêtes du procureur, l'individu fautif, le délinquant. Mais la CIJ, il n'y a que les États qui sont justiciables. Voilà pourquoi l'Afrique du Sud a saisi la CIJ et non la CPI. M. Herman nous a posé la question de savoir le levier utilisé par la Russie, et ça ne peut pas être un levier utilisé par la Russie pour contenir l'attention de la communauté ou l'Europe ou les États-Unis. Mais nous sommes sur la scène internationale. Si ce point-là peut être positif pour la Russie, pourquoi ne pas l'alimenter? Pourquoi ne pas l'alimenter? Aujourd'hui, nous avons la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. Et nous connaissons la position des États-Unis, de l'Europe, de l'OTAN, face à ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Et si cela peut être avantageux pour la Russie, d'attirer moins d'attention sur ce qu'il est en train de faire, mais il ne peut que soutenir. Donc, tout dépend des intérêts des États. Et la motivation qui a poussé les États-Unis à placer Israël entre des lions. Bon, chaque État a ses intérêts. Aujourd'hui, comme notre ami a bel et bien dit, le Rwanda traverse la frontière, on ferme les yeux. Lorsque c'est la Russie, on s'intéresse, on envoie même les munitions pour soutenir soi-disant lequel qui est agressé, alors que ici chez nous, on ne voit pas que la communauté internationale, les Nations Unies, les Américains, les Français s'intéresser, prendre clairement position. On se limite juste à dire, nous retirons notre soutien
nous condamnons ceci, nous envoyons notre émissaire pour parler aux protagonistes, bref. Ce sont les intérêts qui ont poussé à ce qu'on puisse soutenir l'existence de cet État. Bien sûr, le confrère Serge l'a bel et bien dit. Il y a des intérêts religieux, vous avez suivi. C'est la Terre Sainte. Et également, après la Deuxième Guerre mondiale, après ce qu'on a vécu avec l'Allemagne, avec Hitler, il fallait résoudre ce problème. Et pour résoudre ce problème, on a recouru à quoi? Au droit international. Un État qui ne crée pas une résolution du Conseil de sécurité. C'est le droit international. C'est parmi les modes. Donc la communauté internationale, en cherchant à résoudre ce conflit des Juifs à travers le monde, a pris cette résolution. Donc le droit international a agi. Et également, lorsqu'on cherche à condamner Israël, on le condamne sur base de quoi? Sur base du droit international. Donc, on ne peut pas prétendre qu'on ignore que les droits internationaux n'existent pas, alors que c'est un outil dont on est en train de se servir, soit pour faire la guerre, parce que le droit international réglemente la manière dont la guerre doit se faire. Donc, le droit international, même s'il y a la guerre, le droit international existe. La Convention de Genève, vous connaissez très bien. Donc, l'art même, la façon dont la guerre doit se faire, c'est réglementé par le droit international. Alors, nous allons dire que le droit international n'existe pas. On a même parlé du principe de proportionnalité de force. Lorsque les États-Unis s'apprêtent à écraser l'Irak, vous avez suivi comment on a vanté l'armée irakienne, quatrième puissance mondiale, tout en sachant que l'armée était pratiquement faible. Tout ça pour justifier l'arsenal, les outils qu'on va amener en guerre. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Égypte, en Libye. On a inventé Kadhafi, qu'il avait une forte armée, tout ça, pour justifier quoi? Les munitions, les armes que la France ou l'OTAN devait utiliser sur le terrain pour écraser Kadhafi. Est-ce que l'Égypte pouvait résister face à la force, la Libye, face à la force de l'OTAN? Non. Et tout ça, ça se passe sur la scène internationale, parce que le droit international réglemente le rapport de force. On ne peut pas accepter, vous êtes attaqué par une machette, et vous venez avec des hélicoptères et des Sukhoi, on dit non, ce n'est pas proportionnel. Voilà. Donc, et autre chose, il y avait une question de notre ami Olenga. Pourquoi plus de terres aux Israéliens que les Palestiniens? Je voulais insister sur une chose. Il ne faut pas croire qu'en Israël, il n'y a pas de musulmans. Non. Il y a des musulmans qui vivent en Israël. Et ceux-là qui sont à la bande de Gaza ou en Cisjordanie, et ils estiment être des Palestiniens. Ne soyez pas étonnés de voir un Israélien musulman. Donc maintenant, quand on vous dit pourquoi trop de terre à ceci ou cela, ben, il vous a expliqué même, entre les Israéliens et les Palestiniens, qui sont nombreux. Ça aussi, il fallait en tenir compte. Et également, est-ce que les États-Unis avaient intérêt à donner aux Israéliens une petite portion de terre ou de leur donner des étendues jusqu'à soutenir l'occupation dans d'autres territoires? Vous voyez ce qui se passe. Donc nous pouvons dire que c'est de la volonté des puissants de donner à l'Israël, et compte tenu aussi de d'autres intérêts religieux comme on a cité. On nous a parlé du statut de Jérusalem, donc des États qui ont la même capitale, donc à l'est capitale telle, à l'est pour telle. Donc, comment ça va fonctionner? Ben, il faut qu'il y ait l'intervention du droit international pour réguler la gestion de Jérusalem. Bon, il y avait aussi une autre question, la solution, l'existence des deux États. Bien sûr. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut, le droit international peut dire, bon, on n'a pas pu imposer la paix, bon, les Israéliens, vous mettez dans un avion, on cherche, on vous amène à la planète Mars ou ailleurs. C'est impossible. C'est impossible. Ces deux États doivent coexister si, du moins, ils veulent vivre ensemble, à côté de l'autre, en acceptant les résolutions et l'application du droit international. Crime de génocide sollicité par l'Afrique du Sud, ça nous avons déjà parlé. Et l'Afrique
quelle est la position de l'Afrique face à ce conflit? Là, c'est tellement intéressant. Prenons le cas de nos États africains qui vivent aux dépens des subsides, des interventions de certaines institutions ou de certains États européens ou les États-Unis à l'occurrence. L'Union africaine est financée par qui? L'Union africaine. Lorsque notre ami dit non, pourquoi ne pas quitter les Nations Unies et que les Africains se constituent en eux-mêmes leur force? Même les armes, nous les achetons où? Même la formation de nos militaires, nous allons l'acquérir comment? On n'arrive même pas à être autonome vis-à-vis de nos dépenses. Sur le plan économique, nous devons recourir à tel. Sur le plan même politique, on n'est pas indépendant. On n'arrive pas à être souverain pour dire que les Africains peuvent se réveiller un jour et commencer à décider sans tenir compte des autres. Aujourd'hui, nous avons la Chine qui est là, qui intervient dans le domaine économique, une forte puissance. Vous avez cité BRICS, même quand on parle des BRICS, il n'y a que l'Afrique du Sud qui peut lever la tête en Afrique comme un État. Les autres, voyons, ils sont là parce qu'on dit qu'ils sont des États. Et là, je peux même paraphraser le président Laurent Gbagbo qui disait, lorsque on voit un président chinois, un président ivoirien, debout, on fait l'hymne national, lui il croit qu'il est aussi chef d'État comme le président chinois, et tapis rouge, il est content. Mais moi je dis non, c'est une marionnette à côté d'un chef de l'État. Oui, parce que le président chinois, il prend la décision, il décide, et ça s'exécute. La Russie se décide, je veux faire ça, et ça se passe. Parce que quand vous parlez derrière vous, on dit non, attention, vous risquez d'aller à côté, retourner sur les rails. Vous risquez de retourner et on vous recadre. Je prends les exemples. La ville de Goma tombe entre le mai du M23. Les États-Unis appellent les trois chefs d'État, Kabila, Kagame et Kaguta. Les trois cas se retrouvent à Kampala. Dans moins de 2 heures, j'ai toujours dit que la guerre du M23 a été terminée en 2013 avec un appel de 500 francs. Un coup de fil, on libère la ville. Vous voyez? Et si les trois chefs d'État sont rencontrés, ce n'est pas la force du droit international. Lorsque les Nations Unies disent nous imposons à ce que ces trois chefs d'État puissent se rencontrer, c'est le droit international. Donc, dire maintenant de la position de l'Afrique face à cette crise, tant qu'on n'est pas souverain, tant qu'on n'a pas de moyens, on ne saura pas parler que l'Afrique peut s'imposer et donner son point de vue face à telle ou telle crise. Et aujourd'hui, on a suivi comment Kinshasa a accrédité un ambassadeur à Jérusalem. Au lieu d'aller envoyer à la télévision, ça crée aussi un problème. Pourquoi Kinshasa peut prendre position, dit non, non, tu sais qu'il dit non, je nomme mon ambassadeur à Jérusalem. Et là, c'est pour flatter qui? Israël. Mais et les Palestiniens, est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Comment est-ce que le Congo peut accréditer un ambassadeur dans la capitale où nous sommes en train de dire que c'est à nous? Vous voyez, des intérêts des États, tout dépend. Qu'est-ce que le Congo a réussi pour prendre cette décision? On ne sait pas. Maintenant, quelle est la part, quelle conclusion pourrons-nous tirer de ces conflits? Quelle conclusion pourrons-nous tirer de ce conflit? Ça dépend des conclusions. Parce que comment peut-on prétendre tirer des conclusions alors que les événements continuent à se dérouler? Donc ça serait une conclusion assez active. Nous sommes en train d'observer encore. Ça va se terminer comment? C'est depuis 1948. On ne fait qu'analyser, donner nos points de vue. Mais parler d'une conclusion, je pense que c'est encore très tôt. Voilà, je pense qu'on a essayé de tout répondre. Mais il y a aussi Shadrach qui a posé, peut-on parler de la faiblesse du droit international? Ça, j'ai répondu. Je dis que le droit international n'est pas faible. Hein, il est en train de subir de mutations, il rencontre des cas, et les cas sont en train d'être résolus petit à petit. La guerre existe depuis bien longtemps. S'il y a eu la paix après la Première Guerre mondiale, c'est toujours le droit international qu'on a appliqué. En 1945, s'il y a eu la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'est toujours le droit international qu'on a appliqué. Si aujourd'hui, on a coupé le Soudan en deux, c'est toujours le droit international, le principe de l'autonomisation du peuple, n'est-ce pas? Donc,
il ne faut pas prétendre, à mon avis, moi, dire que le droit international recule, ça n'évolue pas. Non, on ne peut pas, de mon côté, vraiment avoir cette réflexion, parce que même en droit privé, le fait d'avoir des codes pénals, les codes ceci, et les législateurs continuent à légiférer d'autres lois, parce que les infractions, il y en a maintenant, on a la nouvelle loi sur la cybercriminalité. Alors, à l'époque, donc on pouvait dire que le droit pénal n'évolue pas. Non, les droits s'adaptent compte tenu des situations qu'on voit sur le terrain. Voilà ce que je veux. D'accord. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour d'horizon. Toutes les questions ont trouvé des éléments de réponse. La soirée, elle était là pour que nous puissions discuter, cogiter autour de la crise israélo-palestinienne et essayer à chercher à savoir quels sont les effets de cette crise sur l'existence du droit international. Et on vient de noter qu'il y a des grandes limitations qui se font voir sur le plan international. Ces événements sont aussi une opportunité de marquer l'état d'avancement de ce droit international. Certes, il y a des inquiétudes des uns des autres, mais ces inquiétudes doivent aussi être alimentées par les caractéristiques particulières du droit international. Le droit international est marqué par certains aspects. Il est dit dans ces caractéristiques, c'est un droit qui est marqué par l'hétérogénéité, c'est un droit qui est marqué par la décentralisation, le caractère décentralisé de ce droit international, c'est un droit qui a un caractère conflictuel, cela est inhérent à l'existence de ce droit, mais aussi, à quelques égards, c'est un droit qui est marqué par la solidarité. Au-delà de tout ce qu'on est en train de voir les conséquences, mais le sens de revenir ensemble est toujours là. Mais aussi de revenir au principe sacro-saint du droit international. Ce principe existe. Parce que je vois Hubert qui était au point de penser que ce principe ne valait même pas la peine. Mais il vient d'être démontré que même lorsqu'il y a une crise, pour chercher à résoudre la crise, on se réfère à ce principe-là du droit international. Sinon, on serait dans un monde tout à fait décousu. Et dans ce cas d'espèce, quand on parle du principe de la souveraineté, il revient à chaque État de se confirmer comme un État souverain sur le plan international. La souveraineté, elle n'est pas sur le marché. La souveraineté, elle se confirme, elle ne se chante pas. La souveraineté, ce n'est pas à crier sur le toit que nous sommes souverains. Ça, c'est vie. Et on se confirme comme État. Et c'est ce qui échappe à plusieurs États africains, comme vous avez dit, qui veulent bien tout le temps dans les textes se rappeler qu'ils sont souverains, mais ils ne s'assument pas comme des États souverains. Parce que la scène internationale, elle a besoin à ce qu'on se confirme, c'est un rapport de force. Et ce rapport de force n'est approprié que pour les États souverains et forts, et qui s'imposent. Il faut le comprendre ainsi. Deuxièmement, il est dit aussi que dans ces mutations observées droit international, nous disons qu'il y a tout le besoin de solidarité. Le principe qu'on évoque aussi, comme vous avez dit, les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Certes, le peuple israélien ou le peuple palestinien a le droit à l'autodétermination. Et il y a certaines nations qui le reconnaissent. Parce que l'existence de l'État part des camps. Nous avons les trois éléments fondamentaux. Nous les savons constitutifs d'un État. La population, le territoire, le pouvoir public. Si vous allez en Palestine, il y en a. Au niveau international, on ajoute l'aspect lié à la souveraineté, à l'indépendance, la reconnaissance de l'État. Et qui doit reconnaître? Est-ce que si on n'est pas membre de l'ONU, on n'existe pas comme État? Est-ce que la Palestine n'est pas réellement un État? Parce qu'on va à les accords d'Oslo, comme vous avez évoqué. Mais est-ce que ça suffit? Parce que les accords n'ont pas été appliqués, on peut dire que l'État palestinien n'existe pas. C'est problématique. Tout dépend de la Palestine qui voudrait se confirmer comme un État. Alors, de l'autre côté, ce que nous voyons, Israël qui fait aussi, peut-être faut dire, c'est un combat qui semble être tout à fait... C'est de bonne guerre parce que, eh bien, le peuple israélien doit avoir aussi un espace, doit avoir un territoire. Et ça, c'est une évidence, comme ça a été rappelé. Mais maintenant, le travail qu'il y a à faire, c'est que la Palestine doit s'assumer. Israël doit s'assumer. Alors, comment s'assumer? C'est ça le rapport de force. Et avoir ses alliés dans le respect des règles du droit international. Et donc, aujourd'hui, comme disait Maître, il serait difficile d'arriver à une conclusion par rapport à la crise, mais aussi il serait difficile d'arriver à une conclusion pour dire que le droit international connaît des avancées ou connaît le recul. Nous observons, nous voyons ce qui se passe. Et c'est sur ces éléments-là, au fil des ans, la doctrine va faire ses analyses. La jurisprudence, déjà, la Cour a été saisie par l'Afrique du Sud, ça fait avancer et ce droit.
l'aspect que vous avez évoqué, la question du génocide comme crime commis par des individus, le travail, la CPI observe, qui se fait peut-être des mois après-demain, le procureur peut se saisir d'office de la question. Donc nous sommes sur le rail, nous sommes sur la voie, on avance, et il nous revient, nous qui sommes dans le milieu de la recherche, le milieu scientifique, de continuer à réfléchir, de continuer à voir ça dans nos viseurs, pour nous dire quelles conclusions on peut tirer, quelles leçons on peut tirer, quelle analyse on peut faire, et aussi le positionnement de l'Afrique dans tout ça. Il faudrait que l'Afrique tire son épingle du jeu, comme ça a été dit. Nous devons penser l'avenir de l'Afrique, au point que nous nous posons la question de savoir, existerait-il un droit international africain? Si ce droit international africain, quelles sont les perspectives défendues par les Africains? Est-ce que les Africains veulent aussi s'assumer? La région de Grand Lac, tout ce que nous connaissons comme problématique dans la région de Grand Lac, on ne se fait pas des cadeaux en droit international. Les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que d'intérêt. Merci beaucoup pour avoir été présent à ces assises. Voilà, Monsieur Faustin, nous voulons vous retourner la parole. Je remercie beaucoup, énormément, Maître Justin, pour votre participation. Plein succès dans vos études doctorales. Merci. Maître Serge, merci beaucoup pour votre participation. Plein succès dans vos études doctorales. Et on espère vous revoir encore ici. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de crises à l'international. On pourra encore avoir un autre rendez-vous, parce que ce n'est pas seulement le Moyen-Orient. Nous avons aussi la crise en Afrique, et notamment la région de Grand Lac chez nous ici. Nous avons la crise de l'Éthiopie et Somalie. Vous savez ce qui se passe en Éthiopie et Somalie, dans la bande de Somalie-Land, c'est une grande problématique. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les barrages dans le Maroc avec le Polisario. C'est une crise aussi majeure. Mais aussi, on doit parler de la problématique du Sahel. Dans le Sahel, ce qui se passe au Mali, c'est aussi un grand problème. Vous savez, la France est en train de perdre, entre guillemets, ses colonies en Afrique. Nous savons la problématique du Burkina. La problématique du Niger, ce sont des questions majeures. Bien, les élections qui sont organisées dans nos pays, comment ça s'organise? Sommes-nous réellement maîtres de notre avenir, de notre destin? Ce sont des questions qui se posent. Donc prochainement, nous ne manquerons pas encore de vous inviter. Mais au même moment, nous lançons aussi, nous voulons dire que nous serons prochainement avec le colonel Mokili, qui est derrière avec nous dans la salle, qui a publié un ouvrage très intéressant sur les triangles de sécurité communautaire. Les triangles de sécurité, la théorie du triangle de sécurité communautaire, et ça il a fait une analyse intéressante. L'ouvrage a été verni il n'y a pas longtemps, la semaine passée, et nous avons pensé qu'on devait avoir une session de travail, une session comme celle-ci, probablement la semaine prochaine. Nous allons confirmer, le responsable de l'émission, il va nous dire s'il nous autorise ça, et puis nous allons vous tenir informés. Donc merci beaucoup, merci M. Fossin pour cette audience. Merci également à vos professeurs. Nous considérons cela comme votre conclusion, parce que déjà après de 2 heures, nous étions ensemble. Comprenez, très chers téléspectateurs, on a reçu aujourd'hui les doctorats encore juristes. Attention, ils parlent beaucoup, vous allez comprendre pourquoi nous sommes ensemble pendant près de 2 heures. Professeur, merci d'avoir dirigé cette émission. Vous êtes un bon présentateur. Alors, en tout cas, cousin Mouzamouk a préparé une émission pour le professeur dans Live Télévision. Merci à vous, à doctorat, d'être venu. Merci. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Non, nous serons là prochainement aussi. Merci à vous également, cher doctorat, d'être venu. Merci à vous également, très cher public, de vous être disponibilisé pour cette émission. Inspire-moi, c'est l'intitulé de l'émission. Travaillons toujours au service de la nation, parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. À tous et à chacun, au revoir.